Bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps. Nous allons parler toute la semaine des associations. Vous le savez peut-être, la France est le pays au monde où il y a le plus d'associations. Elles ont toutes des objets différents, restaurer un patrimoine, aider une association caritative par exemple. On va parler de tout ça avec Patricia Mahut, notre invitée politique de la semaine. Merci beaucoup d'être avec nous, conseillère départementale du département de la Haute-Savoie. Nous commençons avec Thierry Paulme et la météo. Alors déjà, on fait un petit retour sur ce week-end. Bon, on a vu quand même, comme d'habitude, le samedi, on est parti dans le vent du sud et hop, tout d'un coup, ça a basculé au vent du nord. C'est assez incroyable ce jeu vent du nord, vent du sud. En une heure, ça change d'axe. Oui, ça a été assez exceptionnel. J'étais à l'intérieur, oui, en partie de la journée, à un bout de moment. Et ensuite, on est sorti dehors. Oui. Alors, et vous avez mis un pull. C'était incroyable, il faisait plus chaud à 9h du matin qu'à 13h. Quoi. Et vraiment un coup de froid. Et ce qui est fou, c'est que ça fait sud, nord, sud. On a eu très peu de vent d'ouest cet hiver. Des retours d'est, on en a eu un petit peu, mais ça change tout le temps. On le voit d'ailleurs sur la piste de décollage de l'aéroport de Genève, la 0523, que très souvent les avions changent de sens de décollage et d'atterrissage parce que ce vent change tout le temps. Oui, il faut qu'ils s'adaptent. Ah oui. Ça ne doit pas être évident pour eux quand même. Face au vent. Voilà, ça ne doit pas être évident pour eux quand même. Ouais. Mais bon. Alors ça donne quoi cette semaine, Thierry ? Ça donne le printemps qui est de retour. Quand même, d'accord. Qui se poursuit en fait après la petite pause un peu plus frais d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, de ce week-end. Donc, on repart dans un temps bien printanier, température très agréable. Ce sera encore mieux le week-end prochain. Oui, il y a quand même un petit phénomène de bise cette semaine qui limite un petit peu jusqu'à jeudi, on a un petit phénomène de bise. Donc, il va limiter la température à 16-17 degrés en pleine. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Pour un début avril, c'est déjà bien. Et puis, qui risque aussi de faire quelques petits cumulus qui vont cumulifier l'après-midi. On l'a vu, qui pourraient donner, surtout demain, en fin de journée, une petite averse sur le relief. Mais ensuite, pour la fin de semaine et pour le week-end prochain, alors c'est pas l'été, mais on n'en sera pas loin. D'accord. Et la semaine prochaine ? Et la semaine prochaine, ça a l'air de se dégrader. D'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry Paulme. Tout de suite, la place de l'info avec notre invité politique, Patricia Mahut, conseillère départementale, Les Républicains de Haute-Savoie. Merci Patricia Mahut d'être l'invitée de la place de l'info. Vous connaissez le principe, des visages de personnalités locales et nationales vont s'afficher sur l'écran géant de la place de l'info. À vous de faire un commentaire libre sur ces personnalités que vous connaissez vous aussi à la maison. Allez, c'est parti. Alors un homme politique dont on parle, mais alors plus du tout, c'est très bizarre alors que on peut considérer que certaines de ses idées sont assez proches d'Emmanuel Macron. On le connaît bien aussi en Haute-Savoie car il a été, fut un temps, député de la Haute-Savoie. Vous n'êtes pas de son bord, vous êtes en l'occurrence les Républicains. C'est assez étonnant d'entendre que uniquement le projet de François Fillon parle d'économie. Les autres candidats n'en parlent pas tant que ça, alors que Dominique Strauss-Kahn, c'était sa marotte. Oui, alors c'est d'autant plus surprenant, je vous dirais, qu'avec un Emmanuel Macron qui était quand même à Bercy, c'est surprenant qu'il ne parle pas plus d'économie. À votre avis, pourquoi ? Je pense qu'à mon avis, ça intéresse de moins en moins les gens, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui fait fonctionner notre pays, l'économie. C'est pas la mode de parler d'économie. C'est pas la mode, comme c'est pas la mode, effectivement, de parler des chefs d'entreprise et de parler du développement économique. On l'a bien vu, nous, il a fallu au niveau du département de la Haute-Savoie qu'on rebascule la compétence de l'économie sur la région aux dépens de toutes les entreprises qui pouvaient bénéficier d'aide sur le département de la Haute-Savoie grâce au dynamisme de notre département. Il y a deux personnalités, j'en prends deux, de droite comme de gauche, qui ont vraiment des compétences économiques internationales. Évidemment, Dominique Strauss-Kahn. Je pense aussi à Madame Lagarde, Christine Lagarde, qui est une personnalité aussi remarquable, qui ne font plus du tout de politique aujourd'hui. C'est regrettable pour des questions d'affaires. Oui, je pense que c'est dommage. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme comme Christine Lagarde aurait toute sa place au niveau national, notamment pour parler d'économie, notamment pour défendre effectivement un projet économique. D'un autre côté, elle le fait au niveau du FMI, et je pense que c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, le programme de François Fillon est le seul qui vraiment a un axe sur l'économie. Alors, un visage que vous connaissez bien, c'est évidemment Emmanuel Macron. Il y a eu une réunion avec les maires il y a quelques jours qui a été un petit peu houleuse, où il a clairement demandé aux collectivités locales de continuer à faire des efforts. Il n'a pas accepté d'être sifflé par certains maires.
Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher d'expliquer ce qui va se passer. S'il est élu, les communes, les régions, les départements auront certainement moins de budget qu'avant. Oui, alors c'est vrai que c'est déjà une réalité, puisque de toute façon, aujourd'hui, les dotations des collectivités baissent. Et c'est vrai que c'est toujours dommage de siffler un candidat. Je pense qu'il fallait effectivement laisser l'ensemble des candidats s'exprimer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui propose de supprimer la taxe d'habitation pour 80% de la population, le problème, c'est que la taxe d'habitation, elle ne va pas à l'État. La taxe d'habitation, elle va aux collectivités, elle va aux communes, elle va aux départements, elle va aux intercommunalités. Demain, qu'est-ce qui va se passer si la taxe d'habitation est supprimée au bénéfice de ces collectivités ? Alors, il a parlé clairement d'euro constant, c'est-à-dire que l'État referait des dotations à l'euro constant. Il y a eu des problématiques lors du dernier recensement en Haute-Savoie. Plusieurs communes, je pense à Megève, je pense à Chamonix, ont perdu des habitants. Si d'un côté, il n'y a plus la taxe foncière et que de l'autre, ces communes touristiques essentielles de nos départements ont perdu des habitants, ça veut dire des communes qui vont continuer à être de plus en plus endettées. Tout à fait. Or, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est que reporter, en fait, l'ensemble de ces dotations, puisqu'en fait, en réalité, même si c'est l'État qui reverse aux collectivités, l'État, ça reste de toute façon les Français qui payent des impôts, soyons clairs. Troisième visage, vous le connaissez bien, c'est un homme de Haute-Savoie, député Les Républicains, alors passionné d'économie, passionné de finances publiques. Tout à fait. Marc Francina, c'est vrai qu'il est très tenté pour rempiler un nouveau mandat, à la condition que François Fillon l'emporte. Oui, c'était plus effectivement cette ambition-là. Aujourd'hui, François Fillon était dans la perspective de gagner effectivement ces présidentielles. Et donc, Marc Francina souhaite plutôt refaire un mandat, mais dans la perspective d'être dans la majorité et non pas dans l'opposition, comme ça a été le cas dans le mandat passé. Mais clairement, là, il ne s'est pas positionné. On sait que votre parti a souhaité investir tous les sortants. Tout à fait. On va voter pour les élections présidentielles. Le 7 mai, on connaîtra le nom du président ou de la présidente française. Après, il ne restera que 2 mois pour les élections législatives, ce qui est très court pour faire campagne. C'est très court. Il va y arriver à faire campagne ? Oui, je pense. Alors déjà, il a une super connaissance des territoires. Je suis aussi son attaché parlementaire depuis 2003, donc on se connaît suffisamment. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'élection présidentielle qui le fera se décider à un moment donné de savoir s'il repartira ou pas. Alors, s'il n'y va pas, est-ce que vous êtes, vous, candidate pour le remplacer ? Bien sûr, j'ai toujours dit de toute façon que le poste de député pouvait m'intéresser en tant que républicaine sur le territoire. Ça fait maintenant presque 20 ans que je suis attachée parlementaire sur la circonscription du Chablais, puisque j'étais avant avec Jean-Marc Chavannes. Donc c'est vraiment cette idée-là de défendre le Chablais, de défendre un territoire au niveau de Paris. Et je ne me suis jamais cachée de cette envie à un moment donné d'y aller. Alors si je vous parle de quelqu'un que vous connaissez bien, je ne vais pas mettre son visage là sur le grand écran, c'est Astrid Beau-Roche, qui est en l'occurrence conseillère régionale de votre groupe. Elle se prépare aussi. Oui, mais comme je pense qu'effectivement, d'autres peuvent se préparer. Vous avez compris pourquoi j'ai mis Jean Denay à l'image. Remettez-moi Jean Denay à l'image. Ça m'intéresse. Pourquoi Jean Denay peut rentrer dans ce discours-là ? Parce que je pense qu'il a eu aussi à un moment donné cette ambition de devenir député de la circonscription du Chablais. Maintenant, c'est vrai que tout dépend de ce qu'ils souhaitent faire les uns comme les autres. Et nous serons de toute façon après entendus éventuellement par la Commission nationale d'investiture pour décider du transfert de l'investiture si Marc Francina décide de ne pas y retourner. Pour ceux qui ne connaissent pas le Chablais, expliquez-moi, on sort de la politique. Pourquoi entre eux deux, Jean Denay et Marc Francina, ça ne l'a jamais fait ? Pourquoi ? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée sur la circonscription, donc en 98, la première chose que Pierre Mazeaud m'a dit, qui partait au Conseil constitutionnel, c'est « Vous verrez, Madame Maheu, il y a un grand clivage dans le Chablais qui s'appelle la Drance. Et cette séparation entre Thonon et Évian est, à mon avis, quelque chose qui est vraiment ancré. » Alors moi, c'est que à cause de ça ? Alors franchement, sincèrement, c'est assez surprenant quand on est dans le Chablais de constater à quel point pendant des années ça a été le cas. En tout cas, ils ne s'entendent pas. Marc Francina et Jean Denay, c'est pas les meilleurs copains. Ils partiront pas en vacances ensemble, on est complètement d'accord. Mais moi, sincèrement, je pense qu'on peut combler cette branche. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, il est vraiment nécessaire de défendre l'ensemble du bassin du Chablais, que ce soit Thonon, Évian ou que ce soit les vallées de montagne. Je pense que c'est très important de défendre l'ensemble du territoire. Allez, prochain visage, vous le connaissez, Christian Monteil, un président qui tente une image de pacification de la droite, même s'il s'est très clairement prononcé pour la candidature d'Alain Juppé. C'est un homme d'avenir pour vous ?
Aujourd'hui, Christian Monteil, pour moi, c'est effectivement notre président du département qui essaye de mener l'action du département, de défendre aussi le département, dans le sens où aujourd'hui, le département est quand même souvent accusé par l'État d'une manière générale dans son existence même. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'il défend l'ensemble du département et je pense qu'il a pris conscience aussi de l'importance de défendre le Chablais, parce qu'on avait souvent cette tendance effectivement à penser que le Chablais était un petit peu oublié par rapport à Annecy. Donc c'est vraiment cette volonté-là. Il n'y a pas d'avenir de la Haute-Savoie au-delà du col des Vires, c'est ce qu'on entend souvent de la part de certains élus annéciens. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu... Vous n'êtes pas d'accord, forcément? Non, je pense que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Christian Monteil est à son poste de président. Je pense qu'il l'occupe aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment ce besoin de défendre. En tout cas, ce n'est pas du tout son souhait. Voilà. Pour lui, il y a Haute-Savoie très largement au-delà du col des Vires. Il le dit assez souvent en inaugurant des tas de choses. Partout. Vous restez avec nous. Ce week-end. Bien sûr. Tout de suite, Thierry Paul pour la météo. On continue à parler de communication et de politique. C'est le grand enjeu de ces élections présidentielles. À tout de suite. Bienvenue dans la place de l'info. Patricia Mahut est notre invitée. Tout de suite, découvrons la météo de Thierry Paul pour demain, mardi. Ça donne quoi ? Alors, ça donne une journée bien ensoleillée globalement dans l'ensemble. Hein. Ça va encore être bien agréable, avec un soleil beaucoup plus présent le matin. L'après-midi, un peu moins, parce qu'on va voir ces nuages qui vont se développer sur le relief. Alors, ça ne donnera pas d'averses sans doute en région de plaine. Par contre, pour la montagne, on pourra avoir en fin de journée quelques averses sous forme de neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Mais par contre, en plaine, vous voyez, la température, ça reste très agréable, 18 degrés. À Annecy ou à Genève. C'est beaucoup pour un début avril. Pour un début avril, mars, ça aurait été le plus chaud jamais enregistré. Exactement. Merci Thierry, on verra le week-end prochain, encore plus chaud, mais semaine prochaine, ça se détraque. Ça devrait. Bon, Patricia Mahut, vous êtes, attachée parlementaire, également aussi dans vos métiers, différents métiers de Marc Francina. On n'a jamais autant parlé de votre métier dans la presse, car certains parlementaires ont choisi leur maîtresse, leurs épouses, leurs filles ou leurs fils, pourquoi pas, pour travailler avec eux. Il se dit quoi à l'Assemblée de tout ça, sur une profession que personne ne connaissait? Il n'y a pas plus précaire qu'un attaché parlementaire. Si vous ne plaisez plus au roi, vous êtes destitué de la minute à l'autre. Exactement, Alexis. Je pense que la problématique des attachés parlementaires, ça fait déjà longtemps que je la dénonce, notamment au niveau des syndicats, des collaborateurs, tout simplement parce que déjà, ça fait très peu de temps qu'on a réussi à obtenir le statut de cadre. Grâce à Bernard Accoyer, quand il était président de l'Assemblée, on a obtenu justement quelques avancées par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'effectivement, nous sommes complètement précaires. Déjà, nous avons des contrats de droit privé, et non pas des contrats de droit public, que nous sommes licenciés. Donc vous n'êtes pas des fonctionnaires. Si ça ne colle pas, vous êtes destitués dans la minute qui suit. On va voir plusieurs visages politiques qui ont eu attrait à cette question-là. Le premier, évidemment, c'est le visage de Marine Le Pen, qui, elle, a affaire à une autre question qui concerne les députés européens, parce qu'il y a aussi des attachés. La règle est différente de la France. Vous comprenez cette situation? Elle ne veut pas se rendre à une commission parlementaire donc, du droit européen, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas à s'y rendre. Non, moi je trouve ça anormal. Je trouve qu'à partir du moment où on est parlementaire, on doit pouvoir répondre, y compris répondre aux invectives de la justice, si effectivement invectives il y a. Qu'on protège l'élu dans son mandat et dans le cadre de ses actions qui sont faites dans son mandat, c'est tout à fait normal. Ça, c'est même nécessaire pour le bon établissement du pouvoir. Mais là, on parle de répondre de faits qui sont effectivement au niveau européen. Pour moi, il faut au moins qu'elle se rende aux convocations au niveau européen. Regardez le visage de l'un de mes confrères, Jean-Jacques Bourdin, qui officie sur RMC, également sur BFM TV. Marine Le Pen l'a fait huer hier dans son meeting à Bordeaux en disant que c'était la télévision pro-Macron. Bourdin, qui effectivement a été un des premiers journalistes à relayer les informations du Canard enchaîné, est-ce qu'il est dans son rôle ? Moi, je pense qu'il est complètement dans son rôle. C'est celui, à un moment donné, d'invectiver les politiques. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable pour les politiques, je peux l'entendre, mais je vous dirais que ce n'est pas très agréable pour l'ensemble des politiques, quelle que soit la classe politique. Généralement, ces émissions sont quand même un petit peu rentre-dedans. Vraiment, les yeux dans les yeux. On va voir un personnage que vous connaissez, que vous soutenez, qui s'appelle François Fillon. On l'a vu. Sa femme a posé des problématiques, elle a exercé, en tout cas selon ce qu'il dit, la même mission que vous, c'est-à-dire celle d'attaché parlementaire. Mais est-ce que ce n'est pas le procès d'une époque? Je me souviens, il y a 10 ans en arrière, chaque député avait une somme en liquide qu'il pouvait distribuer où il voulait dans sa circonscription. On appelait ça la
caisse noire. En même temps, certains députés pouvaient employer qui ils voulaient. Et certains ont pris leurs femmes. Pourquoi François Fillon n'a pas décrit et conspué ce système-là dont tout le monde profitait? Pourquoi ça, on n'en parle pas? Je ne comprends pas. Moi non plus. J'avoue sincèrement que je ne comprends pas. De droite comme de gauche, ce n'est pas une mais question de politique. Tout à fait, ce n'est pas une question de Vous politique. confirmez qu'il y avait ces caisses noires? Alors, les caisses noires, non, moi j'avoue que sincèrement, depuis 20 ans à l'Assemblée, j'ai jamais vu. Mais, des distributions ça d'argent n'empêchait- public qui étaient données je ne parle pas de la réserve parlementaire, ça c'est autre chose. Oui, oui, c'est complètement autre Ça chose. existait. C'est absolument pas des caisses noires. C'est sur le budget de l'État. Donc, ça n'a absolument rien à voir, puisqu'en plus, ce sont des lignes budgétaires ouvertes sur les crédits de l'État. Moi, les caisses noires au niveau des députés, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. En tout cas, moi, en 20 ans, j'en ai jamais vu. Pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui alors que c'était une omerta totale jusqu'à maintenant? Pourquoi ça ressort là, à quelques jours d'une élection majeure? Ben ça, c'est la bonne question, Alexis. C'est pourquoi est-ce que ça ressort là, à la veille d'une élection majeure, alors qu'il a été Premier ministre pendant des années et personne n'en a jamais parlé, qu'aujourd'hui, les attachés parlementaires, tout le monde le sait, on a un statut complètement précaire et en dehors du cadre du droit du travail, d'une manière générale. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment besoin de clarifier ça, mais est-ce que c'est difficile Ne de lui pensez-vous reprocher pas que ce qui a touché un peu tout le monde, c'est pas le fait qu'il ait eu, en l'occurrence, sa femme qui ait travaillé plus ou moins pour lui, il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça, c'est le fait qu'il se soit présenté face aux Français en disant « Attendez, moi je suis au-dessus de tout le monde, moi je n'ai jamais rien fait de répréhensible, regardez la plèbe, moi je suis en dessus ». C'est ça qui a touché les gens, notamment une majorité de droite chrétienne qui ont dit finalement quand on regarde ce personnage-là, bien peigné, pas très drôle, qui n'aime pas trop les rapports entre journalistes et politiques. Si lui commence à être comme les autres, on n'a plus confiance du tout dans la politique. C'est peut-être ça qui a bloqué. Je ne sais pas réellement si c'est ça qui a bloqué, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi considérer que ce qu'il a fait n'est pas illégal, puisque les députés peuvent embaucher un conjoint, peuvent embaucher un enfant. Mais ce n'est pas ça qu'on lui reproche. Ce que tout le monde lui reproche, c'est le fait qu'en l'occurrence, il ait dit non, mais oui, mais pas vraiment. Qu'il assume. Qu'il assume. Oui, je pense que dès le départ, en fait, en termes de réponse, en termes de communication... C'est qu'une question de communication. Oui, en termes de communication, effectivement, la réponse première qu'il a faite n'était pas effectivement la bonne. Alors, pourquoi tant de haine face à mon confrère David Pujadas, où il s'en est pris, mais alors, d'une façon absolument incroyable? Il a fait que son métier. Il a fait son métier. Maintenant, c'est vrai que pour avoir malheureusement subi aussi parfois on va dire, des annonces fausses de la part de la presse qui malheureusement relayent plus, non pas de l'information, mais relayent... Prenez les journalistes de droite comme de gauche, on va mettre une photo du pareil. Canard enchaîné. Canard enchaîné sort des affaires tous les jours, enfin tous les mercredis en l'occurrence. Évidemment l'affaire Cahuzac, évidemment les affaires de Dominique Strauss-Kahn, évidemment les affaires de Bernard Tapie, de droite comme de gauche. C'est le rôle d'un journal, même si ça ne plaît pas aux politiques. C'est le rôle d'un journal à partir du moment où il y a un vrai travail de vérification d'informations, où ce ne sont pas juste des rumeurs. Le problème, c'est de faire la différenciation. Du Canard ont été justes. Après, voilà, moi je ne suis pas non plus dans l'ensemble des informations qui sont transmises non plus. Je n'ai pas le souvenir d'une affaire sortie par le Canard qui a été jugée, parce que forcément il y a derrière diffamation de la part des personnes attaquées, ou derrière le tribunal a dit non, c'est pas vrai, l'information est fausse. Ils ont des moyens d'enquête, c'est un journal qui est indépendant, qui n'est aujourd'hui pas financé par la publicité, qui n'est financé uniquement par les abonnements et par les gens qui payent 1,20 € le Canard. Si, je pense que la liberté de la presse est importante, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on parte complètement dans cette dérive qui est celle de la diffamation. Parce qu'à un moment donné, le journaliste ne peut pas non plus se cacher derrière effectivement le fait de dire « oui, mais tout le monde le dit ». Oui, mais ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Est-ce que toutes ces affaires politiques n'ont pas jeté l'opprobre sur votre métier? En dehors d'être élu, vous êtes attaché parlementaire. On a l'impression que c'est le métier le pire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très utile parce qu'au moins, on commence à parler du cadre législatif, de l'emploi des collaborateurs parlementaires. J'ai le souvenir avec Jean-Marc Chavannes, où malheureusement, effectivement, le jour de son décès, à 9 h, j'ai appris son décès en mairie de Saint-Joire, à 11 h, j'étais licenciée. Donc, ce cadre législatif, il est nécessaire aussi, à un moment donné, de donner quelque chose de plus précis, de plus cadré, d'éviter les abus aussi de parlementaires qui abusent de leurs collaborateurs, qui emploient des gens à des salaires minimums pour des emplois de cadre. Donc il va falloir effectivement aller dans le sens de beaucoup plus de réglementation et peut-être qu'au moins ça aura le bénéfice de réglementer beaucoup mieux notre profession.
Merci beaucoup, Patricia Mahut. Vous êtes conseillère départementale de la Haute-Savoie. Et merci également de nous avoir aidé à comprendre un peu mieux votre métier d'attaché parlementaire dont on a tant parlé dans la presse. C'est vrai. Vous n'êtes pas la femme d'un parlementaire, donc ça ne pose pas de problème. Non, ça ne pose aucun problème. Très bien. Tout de suite, le journal. Bonne soirée sur 8 Mont Blanc.